Régis, tu peux lancer le partage de Voilà, allez. PowerPoint. Allez. C'est ça. On peut y aller. Voilà. Donc, Euh, Régis, notre dentiste mutualiste, qui va faire la présentation sur la santé bucco-dentaire. alors, donc, bonjour à tous. Après, ça, wow. Non, non, ça va venir, Non, t'inquiète c'est bon. pas. Très bien. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être là, en tout cas présent entre midi et deux, en plus, pour suivre, pour en apprendre un petit peu plus sur les dents. Nous avons 1 heure, je crois, à peu près, pour vous parler de tout ça. C'est vrai que c'est un sujet, moi, qui me passionne, et donc, j'aurais tendance à vous en parler pendant 4 ou 5 heures. Donc, on va essayer de faire l'essentiel, surtout, et que vous ressortiez de là avec des informations intéressantes sur les dents et sur l'entretien, sur l'hygiène, ouais, et sur les problèmes, les pathologies dentaires. Donc, le titre, hein, la santé bucco-dentaire, quelles sont les interactions? On peut parler déjà, même directement avec le titre, on peut parler des interactions, déjà que les dents, évidemment, sont très importantes, déjà socialement, par rapport au sourire, déjà, et bien sûr, évidemment, pour l'alimentation, mais toute la cavité buccale a énormément de fonctions, respiration, digestion, alimentation, et aussi le contact social, donc quand même, c'est très, très important. Et aussi, bien sûr, par rapport au risque de développer des problèmes, des pathologies à distance au niveau de l'organisme, parce que bon, déjà, si on se nourrit pas bien, on va avoir des problèmes à distance pour tout l'organisme. Et ensuite, la dent est une porte d'entrée pour des bactéries. Donc, il y a des bactéries qui vivent avec nous dans la cavité buccale, qui vivent avec nous en harmonie, en théorie. Sauf que s'il y a un problème, une pathologie dentaire, s'il y a une porte d'entrée, donc soit au niveau de la dent, soit au niveau de la gencive, les bactéries peuvent rentrer par cette porte d'entrée pour venir se développer par le sang et venir se développer au niveau d'un organe fragile, plus loin au niveau de l'organisme. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une santé bucco-dentaire enfin, la plus parfaite possible pour avancer. C'est les flèches. Voilà. Super. Ah, ah, c'est pas très là, non? Non, non, parce que. Voilà, vas-y, t'expliques. Alors, les agressions dentaires au quotidien. Alors, la carie, en fait, c'est vrai que c'est souvent un peu une question, une histoire, en fait, un peu mystique, un peu légendaire. On entend tellement de choses sur les bonbons. Moi, je mange pas de bonbons, mais j'ai des caries quand même. Enfin, ça reste un peu mystérieux pour beaucoup de personnes. Et en fait, tout simplement, donc il y a si on avait un brossage parfait, il n'y aurait jamais de dépôt sur les dents et on n'aurait jamais de problème. Le brossage parfait, ça n'existe pas. Donc, tout ce que nous mangeons, enfin, laisse des petits dépôts sur la dent qui sont pas forcément faciles à nettoyer. Et ces débris donc les bactéries s'en nourrissent, et en particulier du sucre. Le sucre que les bactéries vont transformer par fermentation, vont transformer en acide. C'est l'acide qui attaque directement la dent. Donc les bactéries ne sont pas là pour nous embêter, pour nous créer des problèmes. C'est pas elles qui prennent plaisir à faire des caries. Juste elles se nourrissent finalement comme nous. Et le problème, c'est que la dent, c'est un tissu minéralisé et que l'acidité qui se dégage des bactéries lorsqu'elles se nourrissent des dépôts alimentaires, l'acidité ronge, déminéralise la dent. Et c'est ça qui crée une destruction de la dent et qui crée les problèmes dentaires et la carie. Donc là, c'est sur le schéma, hein, bon, les bactéries, les débris alimentaires, ça fait de la plaque bactérienne. À ce stade-là, on peut l'enlever d'ailleurs. La plaque bactérienne, elle part au brossage parce qu'elle est souple. Et donc le brossage fait disparaître la plaque dentaire. Mais le mieux possible, sauf qu'il en restera toujours un petit peu car c'est microscopique. Il y a toujours des zones, des anfractuosités, des petites crevasses où c'est plus difficile à nettoyer. Et donc, c'est ça qui va créer des problèmes. On est tous concernés par les caries, par les pathologies, problèmes dentaires. Enfin, on peut tous être concernés. Bien sûr, il y a un capital dent qui va faire. On n'est pas tous égaux quand même, hein. Il y a un capital dent qui va faire qu'on a des dents plus ou moins solides ou des dents plus ou moins fragiles. Donc, on ne naît pas tous avec la même qualité d'émail. Ensuite, on n'a pas tous la même alimentation. Donc, selon l'alimentation plus ou moins sucrée, justement, il va y avoir un risque plus ou moins important. Mais ce qu'on peut modifier, la seule chose qu'on puisse modifier réellement, bien sûr, l'alimentation, on peut l'adapter, mais surtout le brossage, on peut modifier le brossage. C'est surtout sur ça qu'on peut agir. Le capital dent, on ne peut pas vraiment le changer. Mais le brossage, enfin, mieux on brosse, moins on aura de problèmes. C'est cet ensemble-là, cette équation-là, qualité de la dent,
alimentation et qualité du brossage qui va faire que c'est cette trilogie qui fait que nous allons faire des caries ou non. Mais ça peut toucher effectivement tout le monde. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne. Enfin, je lis là, les pathologies dentaires sont souvent négligées. 33 à 50%, donc presque un adulte sur deux qui aurait une carie à traiter, qui ne soupçonne pas. Effectivement, puis souvent c'est caché, souvent dans des recoins, dans les zones interdentaires, dans les parties cachées, on ne s'en rend pas forcément compte. Et contrairement aux idées reçues, les caries ne font pas forcément mal. Donc on peut avoir des dents sensibles, très douloureuses, enfin même très sensibles, sans caries. Et comme vous pourrez avoir des caries énormes qui détruisent totalement la dent, sans douleur aussi, hein. Souvent on me dit, ah mais quand j'ai pas de caries, j'ai pas mal. Mais c'est malheureusement, on peut avoir des caries très importantes sans douleur et inversement. Donc, Petite oui. question. Ah. Du coup, on parle de qualité d'émail. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se dépister? Est-ce que le dentiste peut nous renseigner sur la qualité de notre propre émail? Il y a un test à faire. Comment on peut savoir si on a une qualité d'émail qui est plus sensible aux caries que les Alors, autres? il y a plusieurs types il y a plusieurs types enfin, d'émail, enfin même d'émaux, parce que c'est employé. Mais en fait, on peut le voir ça directement en voyant des dents. Enfin, en général, globalement, les dents plus claires, plus blanches, c'est un type de dent qui va être peut-être plus fragile, parce que la dent est moins minéralisée. Si la dent est plus minéralisée, elle va être un peu plus jaune, un peu dans les dents plus jaunes. Souvent, on dit, bah, c'est dommage, j'ai des dents jaunes, mais par contre, elles sont toujours plus résistantes aux caries. Et je sais qu'il y a des dents qui sont, par exemple, des dents même qui sont un peu jaunes et blanches, des dents qui ont une double coloration, qui sont des dents, je crois que c'est des dents fluoro-calciques. Là, je vais peut-être vous dire une bêtise parce que ça date il y a très longtemps, cette notion. Mais je sais que ce sont des dents très solides et quand on les voit, déjà quand on voit ce côté un peu massif, avec des dents avec un émail bien minéralisé, ça peut se voir quand même comme ça. Mais même avec des dents solide et résistante aux caries. Après, ce qui compte surtout, c'est le brossage. Donc, de toute façon, il faut toujours brosser et faire attention. Mais c'est vrai qu'on peut voir des patients qui ont des dents plus fragiles. En tout cas, s'ils font des caries plus régulièrement, on peut dire aussi. Donc, à la base, peut-être, en les voyant, on ne pourra pas peut-être imaginer si, par rapport à la teinte de la dent très claire, peut-être qu'elles sont moins minéralisées et plus susceptibles et plus propices à faire des caries. Mais c'est aussi par rapport à l'évolution qu'il va y avoir. À partir de 20 ans, si on commence à faire des caries interdentaires, on multiplie les caries. Là, finalement, malheureusement, c'est devant le fait accompli qu'on peut se dire attention, il y a un gros risque. Donc, surveiller encore plus, brosser encore plus. Vous n'avez pas le droit d'avoir une hygiène moyenne que d'autres personnes pourraient avoir avec des dents meilleures. Ouais. Donc, voilà, la teinte de la dent, en tout cas. Mais il faut savoir aussi qu'il y a l'anatomie aussi de la dent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la qualité de l'émail, parce qu'il y a des dents qui sont plus vallonnées que d'autres, hein, des dents qui ont une surface qui a un relief qui est moins accidenté, donc plus facile à nettoyer, qui s'auto-nettoie naturellement, alors que des dents avec des anfractuosités, avec des crevasses, avec des sillons plus marqués, ça ne favorise pas le brossage et c'est ça peut-être qui va créer aussi des caries. Donc il y a la forme des dents, la position des dents aussi, donc la position des dents plus ou moins serrées, plus ou moins un encombrement des dents qui se chevauchent, ça va pas favoriser le brossage. Donc du coup, ça favorisera les caries aussi. Voilà. Ah bah, c'est des notions quand même à savoir. Et quand on dit des dents un peu plus jaunes, on est d'accord, c'est hors tabac, hein. Hors tabac. La nicotine va jaunir dans le temps, mais vraiment à très long terme, hein. D'ailleurs, on en parlera un tout petit peu après, mais effectivement, le tabac ne crée pas directement de problème à la dent, mais par contre, c'est une toxine comme l'alcool pour la gencive et pour l'os. Donc, c'est plutôt des pathologies de déchaussement qu'il va y avoir avec l'alcool et le tabac, et pas directement sur la dent, hein. Voilà. Donc, voilà, évidemment, la prévention, comme pour tout, à renforcer. Le grignotage, mais ça aussi, c'est important parce que, en fait, une alimentation plus régulière fait moins d'agression pour la dent. Voilà. Donc, un comportement alimentaire normal, un rythme à peu près classique, voilà, matin, midi, soir, pourquoi pas un goûter, ça ne fait pas un apport de sucre et une agression permanente de la dent. Alors que si un grignotage, dit non-stop toute la journée, un petit grignotage, un petit bonbon, voilà, même si c'est pas des bonbons, ça peut être tout. Le pain, alors je demande tout de suite, on enlever une idée reçue parce qu'il n'y a pas que les bonbons qui carrient. Les bonbons, c'est collant, c'est très sucré, c'est un peu acidulé, donc c'est vrai que c'est redoutable encore plus chez les enfants, parce que quand même, on peut associer les bonbons un peu plus aux enfants, même si les adultes en raffolent aussi. Mais à une période où la dent est pas encore mature, avec des bonbons très sucrés, acidulés, avec un brossage peut-être qui laisse à désirer, c'est là que ça fait des gros dégâts. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup des bonbons. Mais dans le pain, il y a de l'amidon aussi, qui est du sucre aussi, ça fait des caries aussi. Il y a du sucre un peu soupçonné
dans le ketchup ou même des fruits. Les fruits, tout simplement, qui sont bons pour la santé, mais il y a quand même du sucre dedans. Donc, tout ce qui est acide, acidulé, bon, le soda, évidemment, le soda, c'est une catastrophe, c'est acidulé. Alors, bien sûr, c'est bon, on peut tout ça. Moi aussi, je bois du coca, mais il faut faire attention, il ne faut pas se coucher en buvant du coca, ça fait des agressions acides terribles. En sucre et acide mélangés, c'est une catastrophe. Donc, voilà, une agression répétée de la dent, ben, ça la fragilise aussi, alors qu'un rythme plus régulier, évidemment, ça va protéger un peu plus la dent. Euh, bon, Euh, pour vous dire un exemple, le sucre, si vous prenez par exemple les pâtissiers qui travaillent le sucre toute la journée, même s'ils n'en mangent pas, bien sûr, ils vont peut-être grignoter un petit peu comme ça, mais rien que l'ambiance sucre, le fait de travailler le sucre, ça leur fait des caries. Donc les pâtissiers sont très sujets aux caries. Rien que l'atmosphère sucre qu'il peut y avoir dans l'air, ça crée des caries. Donc pour vous dire quand même les méfaits du sucre et l'agression que ça peut faire. Euh, donc, tout de suite, je ne sais pas si pourra en reparler après. Donc, je parle aussi du citron, qui évidemment, qui est de l'acide. Donc, on entend beaucoup sur les réseaux sociaux des choses un peu incroyables d'utiliser du citron pour blanchir les dents. Donc, évidemment que ça blanchit, puisque l'acide, ça blanchit la dent, comme si on mettait sur un tissu minéralisé comme une pierre, on met de l'acide dessus, ça va blanchir la pierre, évidemment. Au premier coup, ça va blanchir. Donc, ça veut dire que ça attaque la dent, ça déminéralise la dent, ça agresse la dent. Et en contrepartie, au contraire, la dent, pour se protéger, va se reminéraliser pour essayer de faire une barrière. Donc, elle va se recolorer, elle va se jaunir et après même devenir marron, ce qui est bien, qui est une protection de la dent, qui va venir se protéger en se reminéralisant. Mais donc, l'effet inverse de l'effet escompté au départ. Donc, évidemment, l'acidité, ça blanchit au début. Le citron, ça va blanchir, mais ça va ronger la dent, ça déminéralise la dent. Et donc, ensuite, elle va se recolorer et devenir marron. Donc, c'est marron, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on remet du citron encore plus et on attaque sa dent encore plus. Donc, c'est une catastrophe. Le citron, c'est un peu comme une carie, quoi, en fait, hein. C'est l'acide de la Ouais. carie. Voilà. On pense à nos amis de Menton. Alors, je leur dis coucou. C'est vrai. Ouais. Voilà. Non, mais après, d'autres vertus aussi. Mais bref, en tout cas, il ne faut pas l'utiliser pour brosser. J'ai entendu tout à l'heure on parlait du bicarbonate plus citron. Le bicarbonate, il y a des vertus antibactériennes qui est très intéressant pour certaines choses. Il a quand même, il a son aspect, son aspect poudreux, un peu sa granulométrie qui va finalement, qui va pouvoir plus dépolir que polir. Et citron plus bicarbonate, ça peut faire des gros dégâts sur les dents. Voilà, le méfait du sucre, voilà, on est en train d'en parler. Mais voilà, tiens, le citron, il est là. Rebonjour à nos amis de Menton. Voilà, le sucre, bah, bon, en tout cas, bien sûr, toujours rebrosser après une attaque des dents. Même, il ne faut jamais se coucher en ayant la dernière chose qu'on ait faite, c'est d'avoir du chocolat sur les dents ou du soda ou de boire un sirop sucré, de se coucher sans se brosser les dents. Il faut tout de suite enlever la possibilité de ce sucre de venir faire une agression. Alors ça, c'est très intéressant. C'est que les caries, en fait, au départ, la carie va plutôt attaquer en surface. C'est-à-dire que si la dent, jusqu'à 18 ou 20 ans, n'a pas fait de carie, qu'elle est restée intacte, après, elle a un risque beaucoup plus faible de faire un problème. Parce qu'en fait, la dent va se minéraliser au cours du temps. Pendant les 4 premières années, tout à l'heure on parlait des enfants, pendant les 4 premières années, la dent est immature, l'émail n'est pas encore formé totalement. Donc il est justement un peu poreux, un peu plus, il est blanc d'ailleurs, il est plus blanc, il est un peu poreux, un peu plus, il est moins minéralisé. Et c'est pendant ces 4 premières années, la dent est très vulnérable aux caries. Donc si par rapport à cette trilogie dont on a parlé tout à l'heure, si la dent doit faire une carie sur j'ai pas de curseur, c'est pas grave, sur le sillon, là, sur le premier schéma, vous voyez les flèches qui montrent le sillon de la dent, les anfractuosités. Donc sur ce sillon-là, si l'équation entre l'alimentation, la qualité et le brossage et l'anatomie de la dent, la forme de la dent, si cette équation-là est défavorable, ça doit faire une carie, ça va la faire avant 15, 18 ans ou 20 ans maximum. Si on arrive à éviter une carie jusqu'à cet âge-là, après, finalement, le risque est bien moindre parce que la dent va devenir plus mature, elle va se calcifier. Donc, avec l'âge, contrairement à ce qu'on pense, bien sûr qu'avec l'âge, on a tendance à se dire, tiens, mais les personnes âgées perdent leurs dents et quand on est jeune, on a de bonnes dents. Bien sûr, parce que c'est l'ensemble de l'historique de l'évolution, d'avoir des agressions de tous les jours, tout ce qui peut se passer sur les dents, le risque de déchaussement, tout ça qui fait que. Et les dents qui travaillent tous les jours, donc ils se fatiguent avec le temps. Donc le temps fait des dégâts parce que le temps passe et malmène les dents, on les utilise tous les jours. Mais par contre, la dent en elle-même, elle est plus solide, elle est plus résistante aux caries avec le temps. Et ça, c'est vrai que on a plutôt tendance à se dire, bah, plus je vieillis, plus j'aurai des mauvaises dents.
Alors qu'en fait, c'est vraiment au début que tout se joue, d'où l'intérêt de la prévention, du brossage, des contrôles du brossage jusqu'à 18-20 ans. Enfin, après, bien sûr aussi, mais c'est tout se joue à 18-20 ans. Donc, des contrôles réguliers pour enrayer aussi les caries quand elles sont petites, plutôt que d'avoir des dents qui ont été détruites très tôt. Il faut savoir qu'à partir de 20 ans, donc si une zone ne s'est pas carriée, en surface, on parle, sur la surface, sur les sillons, sur la partie accessible. Si elle ne s'est pas carriée, le risque il est presque zéro, ça arrivera très peu. Euh, Si par contre une dent a été fragilisée par des soins, par un carie, même restaurée, si du coup elle a des parois plus fragiles, si elle a encore plus, elle a été dévitalisée, donc ça devient une dent qui est plus cassante et qui a déjà été réparée. Et à partir, toutes les personnes qui ont 30, 40 ans, 50 ans, quand ils font des soins, ce sont toujours des dents qui ont déjà été soignées. Ce sont des dents qui ont été affaiblies quand ils étaient plus jeunes, qui ont eu des caries très tôt. Et ensuite, ça reclasse, ça retravaille, ça se réinfiltre, des parois qui sont fragiles, et encore plus les dents dévitalisées, qui sont encore plus cassantes et plus fragiles, et qui finissent après par les couronner, pour les consolider, et ainsi de suite. Donc en fait, si on évite les problèmes jusqu'à 18-20 ans, après on n'en aura pratiquement plus sur la surface. Déjà, on limite le maximum. Le, le problème, c'est qu'à partir de 20 ans, à force que ça s'accumule en interdentaire, et ça c'est le deuxième schéma, à force que ça s'accumule en interdentaire, ça fait des attaques cachées par-dessous en interdentaire. Et à partir de 20 ans, on voit 95% des caries sont des caries interdentaires. Ça attaque toujours par-dessous. Pourquoi? En fait, il faudrait passer du fil dentaire pour nettoyer entre les dents. La brosse ne peut pas accéder à cette zone-là. Donc, entre les deux dents, il y a un point de contact, un peu comme les fruits dans un panier de fruits. Là où ils se touchent, mais ils ne respirent pas, ils vont se gâter. Entre les dents, si on ne nettoie pas avec du fil, c'est comme si on ne nettoyait pas du tout. Donc, le fil devient vraiment primordial. On en parle peu finalement, qu'on commence un petit peu à en parler, mais c'est tellement important. Et même je vois beaucoup de jeunes, des étudiants qui arrivent à 25 ans, enfin 20, 25 ans, qui ont des dents parfaites, qui ont toujours des dents de très bonne qualité. Ils ont évité les plus gros problèmes en surface. Et à partir de 20 ans, ça commence à faire des caries interdentaires qui sont redoutables parce qu'on s'en rend compte, enfin, en tout cas, le patient ne s'en rend compte que quand ça casse, quand ça finit par casser, quand ça fait mal, quand c'est trop tard, en fait. Donc, il faut faire là aussi des contrôles réguliers, passer du fil et faire des radiographies dentaires régulièrement pour contrôler qu'il n'y ait pas des attaques. Parce que même moi, en regardant des dents comme ça, des fois, ça paraît très bien. On fait des radios, on découvre des mauvaises surprises. Il y a beaucoup d'attaques interdentaires. C'est-à-dire que dans le contrôle régulier, la radiographie est un élément important. Ah oui, mais même oui, surtout à partir de 20 ans. Donc avant 20 ans, à part si on voit une hygiène déplorable, non, il n'y a pas forcément besoin de faire des radios pour aller chercher les caries interdentaires. C'est quand même assez rare. Si on voit des bonnes dents jusqu'à 20 ans, elles vont rester de bonne qualité. À partir de 20 ans, même si elles ont l'air bien, il faut faire des radios, c'est obligatoire. Alors, passer du fil, ça c'est pour la prévention. Faire des radios, faire des contrôles pour intercepter les caries interdentaires qui sont très 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 fréquentes, hein. Quand on fait des radios, on trouve toujours des caries interdentaires. Donc elles sont très très fréquentes, elles sont cachées, difficiles à imaginer. Et en fait, on en retrouve énormément. Et après, par contre, sur le troisième schéma, c'est plutôt, donc là, c'est les problèmes plutôt pour les personnes plus âgées. C'est dès que la gencive va reculer, par contre, ça a tendance à faire des caries peut-être plus profondes sur la racine. C'est-à-dire qu'il y a une zone qui n'est plus protégée par la gencive, parce que la gencive a stoppé son rôle de protection. Et du coup, vous avez des attaques sur la racine, ou dessous, par-dessous, sur la racine, sous la gencive. Ce sont pas des attaques là aussi secondaires. On va pas avoir ces attaques-là à 15 ans, tant que la gencive est bien. Donc, c'est plutôt les caries à partir de 50 ans. Ouais. Ouais. Enfin, ou si la gencive va reculer. Parce que il peut y avoir des personnes, des adultes jeunes, 25, 30 ans, qui peuvent avoir aussi des chaussements importants et qui peuvent être sujets aussi à ces caries sur la racine. Petite question sur le chat par rapport, tout à l'heure on parlait du citron pour blanchir les dents. Petite question sur le chat sur le rôle du bicarbonate, Ouais. qui est Ah, assez plébiscité hein, sur les réseaux sociaux aussi. ouais, alors, il y a cette publicité, mais des fois trop, en fait. Parce qu'en fait, alors, le bicarbonate, il a des vertus donc antibactériennes pour la gencive, en fait, pour les problèmes de déchaussement. Donc, s'il y a de l'inflammation, et en particulier, on peut utiliser une poudre, on peut faire une pâte dentifrice avec de l'eau oxygénée, 10 volumes, et de bicarbonate. On peut faire une pâte dentifrice qui est pour venir tamponner la gencive interdentaire quand il y a de l'inflammation pour aller tuer les bactéries, enfin, en tout cas, éliminer et assainir la gencive en éliminant les bactéries anaérobies qui vivent sans oxygène et qui végètent un peu dans les poches de déchaussement sous la gencive. Donc ça, alors pas tous les jours, hein, mais on peut faire peut-être une fois par semaine, en tout cas si c'est recommandé dans les cas qui en ont besoin. Donc le bicarbonate là, il a quand même il a des vertus antibactériennes, il a aussi
On peut faire aussi des personnes âgées, ou pour des mycoses, par exemple, il a un pouvoir quand même, il a un pH basique, il va s'opposer au côté acide, donc des bains de bouche, par exemple, avec du bicarbonate, ça peut être conseillé, mais dans des cas particuliers, chez les gens qui le nécessitent. En fait, on ne conseille pas forcément à tout le monde, à tout public, d'aller utiliser du bicarbonate comme ça, et surtout, il ne faut pas qu'il soit utilisé comme abrasif, comme poudre à récurer pour nettoyer, parce que finalement, le dentifrice le fait très bien. Le dentifrice lui-même, c'est une poudre aussi qui a sa granulométrie qui est bien adaptée pour nettoyer, polir sans agresser les mailles, alors que du bicarbonate, surtout que le bicarbonate, on en trouve avec plusieurs grains. Et s'il est mal utilisé ou trop souvent utilisé, encore plus avec de l'acide, ça peut faire des rayures, enfin, ça peut rayer les mailles, abîmer les mailles. Donc finalement, il peut être mal utilisé aussi. Voilà. Alors, il a des vertus intéressantes, antibactériennes, pour contrer l'acidité en cas de mycose, par exemple, parce que les champignons se développent encore plus quand c'est acide. Et donc, c'est pour contrer l'acidité éventuellement, mais pas. En fait, il est tellement utilisé, je vois sur les réseaux sociaux, on entend tellement. C'est pour blanchir, pendant le bicarbonate ne blanchit pas du tout les dents. Et mal utilisé, il pourrait quand même faire des dégâts aussi. Voilà. Par contre, il est très intéressant en antibactérien. L'évolution de la maladie cardiaque, donc au départ, on a une dent saine à gauche, hein. Puis une petite carie superficielle finalement, qui est insensible à ce stade-là, qui est toute petite, qu'on peut traiter très tôt et la stopper. Et doucement, elle progresse, elle atteint la dentine, qui est la couche qui est en dessous de l'émail. Et ensuite, la carie, elle est pénétrante, c'est-à-dire qu'elle peut atteindre la pulpe, avec ou sans douleur d'ailleurs, parce que soit la larme de la pulpe se met en marche, c'est ce qu'on appelle le nerf, en fait, donc la rage dentaire, entre guillemets. La pulpe se met à faire mal, elle alerte, mais des fois, elle n'alerte pas, elle s'éteint plutôt que d'alerter et plutôt que de souffrir. Et des fois, ça peut progresser aussi au niveau de la pulpe. Et donc, la carie est perforante, c'est-à-dire que là, du coup, les bactéries passent par le canal, passent par la pulpe et vont se développer, vont atteindre le bout des racines. Et donc, en fait, la dent devient une porte d'entrée pour les bactéries. Et c'est là que ça peut commencer à s'infecter, faire des infections et se propager au niveau de l'os et de la gencive. Donc, voilà un peu tous les stades. Alors, oui, effectivement, on a sur les trois premiers schémas, la dent est toujours étanche, elle n'est pas une porte d'entrée. Et le problème ensuite, à partir du moment où la pulpe est touchée, les bactéries sont rentrées une fois dans la dent et c'est à partir de là que ça peut faire des infections. Il faut savoir que deux dents dévitalisées sur trois ont des foyers infectieux, en tout cas visibles sur les radiographies, donc même sans symptômes, sans problème. Si vous prenez dans la rue des gens, on leur fait des radios, en statistique, on verra que deux dents sur trois dévitalisées ont des foyers infectieux, qui peuvent être chroniques sans incident, sans problème, qui peuvent ne jamais évoluer non plus, mais qui à tout moment pourraient progresser, faire des abcès, des infections et faire des dégâts plus importants. Donc ça pour dire que si on arrive à maintenir l'intégrité de la dent et de l'émail et qu'elle ne soit pas une porte d'entrée, ben c'est très important. Alors qu'à partir du moment où les bactéries ont trouvé le passage sur les quatrième et cinquième schémas, à partir du moment où elles sont passées une fois, ben, elles peuvent soit retrouver le passage, soit refaire une infiltration, soit il en reste toujours à l'intérieur qui vont se redévelopper et faire des infections. D'où l'intérêt, toujours pareil, de la prévention, d'éviter d'en arriver là. Alors, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, le tabac et l'alcool provoquent des caries, non. Mais ce sont quand même évidemment des poisons, et des toxines, putain, enfin, des produits toxiques puissants, et donc qui ont plutôt tendance à malmener la gencive. Et si elle malmène la gencive, ça va se déchausser. Si ça se déchausse, il va y avoir des nouvelles zones d'attaque, des nouvelles zones dénudées, et il y aura moins de protection de la dent qui va faire aussi des problèmes. Donc, bien sûr qu'on peut perdre ses dents aussi, et pas directement à cause des caries, mais indirectement parce que la gencive va lâcher. Donc, c'est là où on est justement sur la maladie parodontale. Dans la maladie parodontale, donc c'est donc le parodonte, c'est le soutien de la dent. Le parodonte, c'est os et gencive. C'est l'os alvéolaire et la gencive. En fait, c'est le système de maintien de la dent. C'est le système d'amortisseur de la dent. Le parodonte, donc s'il y a un problème, ça devient une maladie parodontale. Donc, on a les quatre stades. Le premier stade, la gencive est rose, elle est ferme, elle va très très bien, elle est saine, elle est étanche et elle remplit bien sa fonction. Donc, ça se passe bien, tout va bien. Deuxième cas, la gingivite, la gencive rougit, elle saigne. Elle saigne facilement, mais à ce stade-là, c'est toujours réversible, juste avec un nettoyage, avec du fil dentaire, avec un détartrage, si c'est le tartre qui a créé la gingivite. C'est réversible, la gencive peut se rattacher. On peut revenir au premier schéma où la gencive est rose. Quand la gencive saigne, c'est qu'elle souffre de toute façon. Alors, c'est pas catastrophique. Il y a beaucoup de gens qui ont des dents, qui ont les gencives qui saignent, c'est une tendance, ou leurs gencives saignent facilement. D'ailleurs, quand on a des très bonnes dents,
En général, on peut avoir souvent plutôt des gencives fragiles, donc c'est l'un ou l'autre, hein. Souvent, on a de très très bonnes dents très résistantes aux caries, on va plutôt avoir des problèmes de gencives et inversement. À ce stade-là, en nettoyant, détartrant, avec de l'hygiène, on peut essayer d'inverser la tendance et revenir en arrière et retrouver une gencive saine qui se rattache. Si par contre, on s'en occupe pas bien, et avec le temps, avec la fatigue, et plus le mauvaise hygiène, mauvais entretien, ça va progresser. Donc doucement, la gencive va en étant enflammée, elle va se décoller un petit peu, elle va laisser passer les bactéries dessous qui vont attaquer l'os dessous. Donc on va commencer à perdre de l'os. Là, on commence à avoir une parodontite. Donc la poche d'abord, ça commence par une poche, puisque la gencive se décolle, ça crée une poche dessous où les bactéries vont faire un petit nid très confortable, où elles vont se développer, continuer à se nourrir des petits aliments qui passent, qui sont de plus en plus difficiles à nettoyer. Et la gencive s'enflamme doucement, elle va régresser en même temps que l'os va fondre dessous doucement. Et c'est ce qu'on appelle vulgairement le déchaussement. Donc c'est la maladie parodontale et la parodontite, l'inflammation des parodontes, comme hépatite hépatite, gastrite et appendicite. Voilà, donc la parodontite, c'est bien une inflammation du parodonte. Il faut savoir que la parodontite, c'est irréversible, c'est-à-dire pas dans le sens où c'est forcément fatal, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément évoluer parce on peut le freiner, on peut le stopper, on peut freiner l'évolution avec des traitements, des détartrages approfondis, des surfaçages, peut-être qu'on en parle après, surfaçage, curetage, attention, c'est des traitements pour assainir, pour éliminer le tartre, les impuretés qui sont dessous, essayer d'assainir la zone de la gencive qui est un nid à bactéries, pour que la gencive puisse se rattacher un peu plus de façon plus étanche pour redevenir une barrière de protection. Mais c'est irréversible dans le sens où on ne récupérera pas ce qu'on a perdu. C'est-à-dire que l'os qui a reculé, il ne remontera jamais. Et plus il recule, plus c'est difficile pour nettoyer. Donc, toujours pareil, d'où l'intérêt d'avoir une gencive la plus saine possible et d'éviter de passer à ces stades-là. Tout l'os qu'on a perdu doucement et il ne remontera pas. Et malheureusement, physiologiquement aussi, avec le temps, l'os va se fatiguer. Mais ça, c'est naturel, c'est physiologique chez tout le monde. Pas au point, s'il y a une évolution classique, physiologique, on ne perdra pas ses dents. Mais si l'évolution, elle est accélérée, si la perte osseuse est accélérée par les bactéries, par la maladie parodontale, ça amènera à la perte des dents, ça peut amener à la perte des dents, parce qu'elle va s'accélérer et ça se deviendra pathologique, du coup. À noter que des poches, tout à l'heure on parlait au tout début, on parlait des interactions entre les problèmes dentaires et l'organisme et les maladies plus générales. Savoir que des poches, à partir du moment où on considère qu'à partir du moment où des poches de déchaussement atteignent les 4 millimètres, il y a, ou plus, il y a des bactéries dedans qui végètent dedans et un risque d'AVC qui est multiplié par 14. Donc, c'est pour vous dire comme quoi parce que ce sont des bactéries qui vont s'agglutiner assez facilement, créant des caillots, et donc elles vont profiter. Donc, tout à l'heure, on parlait de la dent où elle rentre dans la pulpe par l'intérieur de la dent pour servir de porte d'entrée. Et si c'est l'os qui lâche, les bactéries passent par l'os et par la gencive. C'est une autre façon de pénétrer dans le corps, une autre façon de créer un problème à distance au niveau du corps. Donc là, on voit par exemple sur la radio, on voit une sonde qui montre la perte osseuse qui atteint la séparation entre les racines. Donc ça fait un nid là aussi où les bactéries pourront en profiter pour passer dans le sang et aller faire des problèmes à distance au niveau du corps. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer tout ça? Bien sûr, l'hygiène au départ, mais surtout aussi le détartrage, parce que la plaque bactérienne, avec les sels minéraux qui sont dans la salive, la plaque bactérienne qu'on peut éliminer juste avec le brossage, avec la salive, elle va se minéraliser et elle va devenir dure, comme tout le monde connaît, le tartre, hein, qui, lui, ne part pas au brossage. Par contre, il ne partira qu'au détartrage. Et il faut des ultrasons ou une curette, un instrument pour l'enlever. Et donc faire un détartrage très régulier parce que la plaque, ok, on peut l'enlever on peut l'éliminer avec le brossage ou avec le fil dentaire, mais tout ce qu'on n'aura pas pu éliminer, qui sera minéralisé, calcifié, ça va devenir dur. Et donc ce tartre lui-même est agressif. Donc ça, il fait comme des épines irritantes pour la gencive. Ils vont décoller elles-mêmes, vont enflammer la gencive. C'est elles qui sont le début. Donc ces épines de tartre vont créer une inflammation de la gencive. C'est le début de la gingivite. Et si on le laisse, le tartre progresse le long de la gencive et lui-même affaiblit l'os. Et donc, c'est le tartre qui est un des principaux responsables du déchaussement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Des surfaçages. Alors, surfaçage, c'est donc détartrage, c'est un détartrage superficiel classique.
Surfaçage, c'est un détartrage un peu en profondeur, généralement sous anesthésie, ou carrément, dans des cas plus profonds, dès que les poches sont plus marquées, en soulevant la gencive pour aller faire des lambeaux, donc des lambeaux pour soulever la gencive, pour accéder dessous et pour pouvoir assainir sur les zones les plus profondes, avec pourquoi pas des comblements d'os, pour essayer de régénérer un petit peu de l'os perdu, qu'on consolider, toujours pareil, pour limiter la progression, on récupère jamais totalement tout ce qui a été perdu. Ah ben, Ça, on l'a fait. voilà, la prévention, ok. Voilà, ben en fait, parce que j'ai avancé tout seul sans faire apparaître les explications. Voilà. Alors, les couronnes, hein. Donc, pour réparer une dent, on peut, donc, tout le monde, je pense, connaît le couronne, qu'on appelle, c'est une coiffe, en fait, en général, couronne. Donc c'est une coiffe, c'est comme un chapeau en fait qu'on met par-dessus la dent pour consolider la dent. Donc la couronne, c'est uniquement pour une dent qui est trop fragile pour être reconstituée durablement sans la couronner. C'est-à-dire qu'en fait, si il vaut mieux une dent saine, mais évidemment au départ on a une dent saine intacte, elle ne risque rien. En fait, une dent saine intacte n'aura jamais de problème. Une dent qui a un petit soin limité, ben, elle fera rarement des problèmes. Par contre, une dent qui est très touchée, et encore plus quand elle est dévitalisée, ben, si il reste des parois très fines, le risque déjà mécaniquement, c'est qu'en mordant, elle s'ouvre en deux, on la perd, elle se fracture et on la perd, si on l'a pas couronnée, par exemple. Donc la couronne, déjà, en venant faire un chapeau sur la dent, va venir consolider les parois qui restent pour éviter qu'elles s'ouvrent en deux. Ça va limiter les risques de fracture. Ça sera plus esthétique aussi, parce que ça va permettre aussi de restaurer l'esthétique, mais mécaniquement, la dent sera plus solide, ça va répartir, comme ça englobe la dent, ça va répartir un peu les efforts, ça va éviter qu'en mordant, ça fasse un effet de coin et qu'elle s'ouvre en deux. Et aussi, ça va augmenter l'étanchéité, parce que quand une dent a une restauration très profonde, il y a beaucoup de zones d'infiltration possibles. Et avec la couronne va venir sertir tout ça pour essayer d'éviter que ça s'infiltre. Donc, cette couronne, elle a plusieurs intérêts, plusieurs résultats, on va dire. Mais par contre, ça reste une dent fragile. C'est-à-dire qu'entre une dent très fragile si on ne la couronne pas, on prend de gros risques de la perdre, parce que si on la laisse comme ça, ou elle va casser, ou elle va s'infiltrer, elle va se dégrader. Mais si on la couronne, bien sûr qu'on la consolide, donc c'est mieux, mais on consolide une dent qui reste fragile. Donc souvent on entend, oui, ça y est, j'ai une couronne, j'aurai plus jamais de soucis dessus. Non, en fait, c'est un peu c'est le début de la fin quand même de la dent. C'est-à-dire que c'est la dernière manière de la reconstruire, de la consolider. Et si la dent refaisait un problème, ben, peut-être certainement que ça pourrait amener à sa perte. Donc ça veut dire que si on ne l'avait pas couronnée, on aurait pris de gros risques et là, de gros risques, on a de gros risques de la perdre. Si on la couronne, on la consolide, donc on limite les risques, mais on ne les évite pas tous, surtout que ça reste dessous une dent dévitalisée, pratiquement dans la plupart des cas quand les dents sont couronnées. Donc ça reste une dent dévitalisée, donc cassante, qui peut faire une infection, parce qu'elle a déjà fait le passage des bactéries dans ces fameuses portes d'entrée. Donc il y a toujours un risque d'infection, de fracture, il y a toujours des risques de problèmes. Et en fait, c'est la dernière solution pour consolider une dent qui reste très fragile. Petite question Ouais. sur la photo précédente, on voyait des différentes matières en fait de la couronne. Mm. Est-ce que celles qui sont entre guillemets à l'ancienne, on entendait toujours les dents en or, Mm. l'or étant un métal noble, sain, est-ce que c'était plus profitable que les nouvelles matières maintenant qui sont plus céramiques ou Alors, bon, déjà, l'or, il y a eu la, pas la ruée vers l'or, mais c'était un signe de richesse aussi à un moment, donc ça a été utilisé parce que déjà c'était un signe de richesse pour certaines personnes à une époque. Ensuite, c'est vrai que c'est un matériau qui est noble, donc il n'y a pas de corrosion, et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un matériau et aussi qui est très souple à modeler. Donc à l'époque, il n'y a pas les techniques d'aujourd'hui, travailler l'or, c'était intéressant, c'était plus souple, peut-être plus ajustable. Et bien sûr, il n'y a pas de corrosion et puis il n'y a pas d'allergie finalement à l'or. C'est en ça que c'est un matériau noble. Donc, quand à un moment, on a peut-être utilisé peut-être du nickel, peut-être qu'à un moment, l'or a été utilisé à un moment, parce que c'est peut-être une mode aussi à une époque. Donc, tout ça faisait que l'or était utilisé. Aujourd'hui, on l'utilise très très peu parce que les matériaux d'aujourd'hui sont très compatibles. En fait, donc aujourd'hui, on voit très très peu. Donc, il n'y a plus cette mode-là d'avoir un dent en or. C'est plutôt l'inverse. Et puis on arrive à faire de l'ajustage, surtout maintenant avec des empreintes numériques, avec une précision qui est terrible, avec des matériaux qui sont très, très stables, mais même les couronnes en métal, on le fait de moins en moins aussi, parce qu'on a aujourd'hui d'autres matériaux comme la zircone,
qui est très très bien, qui remplace le métal. Mais même si on faisait une couronne en métal, on peut pas utiliser du nickel, on peut faire du chrome cobalt. Et ça apporte quand même la souplesse. Le cobalt apporte une souplesse qu'il y avait avant au niveau de l'or. Donc finalement, c'est un peu abandonné. On en voit très très peu, sauf dans des cas d'allergie. Mais même en cas d'allergie, moi j'ai des patients qui ont des allergies et on leur fait des couronnes déjà plutôt esthétiques en général. Et si on devait faire du métal, ou même si sur une prothèse amovible il y avait du métal, c'est plutôt du chrome cobalt. Donc il y a beaucoup, beaucoup moins d'allergies. Sauf des patients qui font des allergies à tout et qui sont allergiques à tous les métaux. Ben, dans ce cas-là, on peut rester à de l'or, c'est arrivé, mais c'est des cas très rares, hein. Voilà. Le bridge, alors on oublie souvent, on parle souvent de bridge en dentaire et en oubliant que c'est tout simplement un mot anglais qui veut dire pont et que ben, le bridge, ça reste juste un pont entre trois couronnes. Donc, pour remplacer une dent, on s'accroche sur les deux autres. On le voit très bien sur le schéma, sur le dessin, sur la photo, là. Donc, les deux dents sont couronnées autour. Il y en a deux piliers, comme un pont. On a deux piliers, une dent qui est remplacée au milieu. Mais quand les deux dents voisines de la dent perdue, quand les deux dents voisines sont vivantes, intactes, on ne va pas aller les massacrer, on ne va pas aller les détruire. C'est pas justifié pour remplacer une dent d'aller détruire deux dents à côté. Sauf là aussi dans des cas particuliers. Mais il vaut mieux essayer de les respecter parce qu'on a dit tout à l'heure, plus la dent a des problèmes, plus elle va refaire des problèmes. Donc une dent intacte, si là on a les deux dents qui sont là bien blanches, bien belles, si elles sont intactes autour de la dent qui manque, là, ce serait tellement dommage d'aller les détruire pour s'accrocher dessus et encore plus d'aller les dévitaliser, donc avec tous les risques que ça comporte dont on vient de parler. Donc pour les respecter, pour pas toucher aux dents d'à côté, ben, c'est là que l'implant intervient. Donc l'implant, c'est une vis en titane qui est insérée dans l'os. Donc, et l'os le reconnaît, c'est magique, parce que l'os, c'est une découverte un peu fortuite d'ailleurs. Mais l'os reconnaît le titane un peu comme de l'os chimiquement. Il arrive à faire il se soude à l'os. Là où finalement n'importe quel autre métal, si on mettait du métal dans l'os, l'os fuirait, hein, ce serait un corps étranger, et donc l'os, on perdrait de l'os reculerait. Là, sur le titane, l'os vient s'accrocher comme s'il pensait que c'était de l'os. Et donc, du coup, l'implant devient soudé à l'os, et donc ça redevient un nouveau pilier sur lequel on peut mettre une nouvelle dent. Ça fait pas mal en général. Alors souvent, on en parlait tout à l'heure encore, les implants, ça fait mal. C'est jamais, bien sûr, ça a une petite intervention. C'est comme un peu une extraction dentaire. Une extraction, ça peut faire mal. Il reste une blessure, mais bon, ça se passe plutôt bien. On s'en sort pas mal avec des antalgiques. Ça passe quand même plutôt bien. C'est pas forcément, on souffre pas forcément après les extractions. Il y a des patients qui suivent une centrale et tout. Et là, c'est pareil pour les implants. Finalement, c'est un peu pareil. Au lieu d'enlever une dent, finalement, on remet une intervention, on remet une vis. En plus, finalement, c'est plus sain aussi qu'une extraction. Donc, ça se passe bien. Ça reste traumatisant un petit peu pour la gencive, évidemment. Mais en général, on ne parle jamais de douleur avec les implants. Il faut quand même prendre la précaution. Peut-être qu'il y aura des antalgiques après. Mais souvent, les implants, la réaction, c'est pas de se dire, ah, ça fait mal, ça fait mal. Alors, ça fait mal au portefeuille parce que c'est quand même assez cher. Mais ça fait pas mal. En tout cas, jamais j'entends parler de ah, les implants, ah, ça fait mal, ça fait mal. Non, ça jamais. Par contre, on parle des implants souvent parce que le prix, effectivement, c'est quand même assez cher. C'est Euh, ce que je veux dire, effectivement, c'est que les implants commencent à être un petit peu plus reconnus au niveau du grand public. mais les impacts, Malheureusement, voilà, c'est pas ça facile reste d'accès. très cher. Ouais, ça reste Par très contre, cher. peut-être qu'il serait intéressant de me confirmer ce que je raconte, mais il me semble qu'on a un temps donné pour poser un implant, puisque du coup, l'os régresse. Tout à fait. Donc, peut-être intéressant à préciser que s'il manque une dent, il faut pas trop tarder. Ah, on va dire ça. Non, mais c'est pas très gênant quand même, parce que l'os, non, alors, il faut quand même 2 mois. Après avoir extrait une dent, il faut laisser 2 mois de cicatrisation pour que l'os cicatrise totalement, pour pouvoir pour implanter l'implant. Donc, il faut laisser 2 mois de cicatrisation, maxillaire supérieur comme la mâchoire inférieure. Donc, il faut 2 mois de cicatrisation. Et ensuite, quand on pose l'implant, il faut attendre que l'os s'intègre autour. Il faut attendre 4 mois au maxillaire supérieur, parce que c'est un os qui est plus spongieux. Et il faut attendre 2 mois à la mâchoire inférieure, la mandibule, parce que c'est un os qui est compact. Donc, 2 mois pour remettre la dent en fonction, 2 mois en bas, 4 mois en haut. Mais avant de poser l'implant, il faut toujours les 2 mois. Après, attendre, c'est pas très gênant. On ne perdra pas beaucoup d'os. Je pense pas, on ne perdra pas de l'os, sauf s'il y a un problème, s'il y a une pathologie à côté, s'il y a une dent qui se déchausse à côté. Si on Alors, je a parle en fait de perte de dents. Vraiment, on a perdu une dent. Combien de temps on peut se permettre d'attendre avant de faire poser un implant, avant qu'on ne puisse plus avoir assez d'os pour le poser?
Ben, on ne perdra pas tant d'os que ça, en fait, finalement. Sauf avec l'âge, parce que là aussi, il y aura un recul avec l'âge, mais ça va mettre des années, quand même, des années pour ça. Donc, il n'y a pas d'urgence pour placer un implant par rapport à l'os. Il n'y a pas d'urgence. Il y a juste une urgence du besoin esthétique ou mécanique du patient. Et il y a quand même le problème, c'est plutôt la dent d'en face. Quand il manque une dent, la dent qui est en face, elle a plutôt tendance à chercher à descendre. Donc, si c'est la dent du bas qui manque, celle qui est en face va descendre doucement, doucement tous les jours. Et au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans, ben, sera descendu trop bas. Donc, à la fois, on n'aura pas de stadium qui sera trop descendu, et à la fois, on n'aura plus la place en bas pour faire quelque chose. Donc, c'est plus un problème par rapport aux dents voisines. Donc, celle d'en face qui descend, et les deux voisines qui ont peut-être tendance à se resserrer ou à se pencher, là, sur le dessin qui est là. Si on prend la molaire qui est là dans le bus vers l'arrière, si elle est toute seule vers l'arrière, si on ne remplace pas, la dent va migrer vers l'avant. Les dents cherchent toujours à aller vers l'avant pour servir à quelque chose. Donc, s'il y a la place devant, la dent va venir, la molaire qui est là, la plus grosse des deux, elle va venir migrer vers l'avant, elle va venir combler l'espace en se penchant. Donc, non seulement elle aura un mauvais axe, hein, plus difficile pour nettoyer, elle va combler la place, on n'aura plus la place de mettre une dent. Donc, c'est plus les dents qui travaillent autour que l'os en lui-même. L'os, finalement, il ne bougera pas trop, il va se résorber physiologiquement avec le temps. Mais il n'y a pas d'urgence pour placer l'implant, sauf ben, que les autres dents, doucement, doucement, elles travaillent. Les voisines et celles d'en face aussi, hein. C'est plutôt ça. Ouais, c'est un câble. C'est bien. On me dit, on me souffle à l'oreille qu'il reste un quart d'heure. On est bien, on est bien, on va y arriver. Alors, donc, si on ne peut pas faire de prothèse fixe, et s'il manque plusieurs dents, donc là, évidemment, on pourrait toujours mettre des implants, pourquoi pas, mais après, il y a une limite à partir de laquelle, bon, tu vois, peut-être on va se permettre financièrement des implants à tous les coups. Des fois, il n'y a peut-être pas assez d'os aussi pour remplacer, ou le patient ne veut pas. Et à partir du moment où on remplace plusieurs dents, on peut passer à une prothèse amovible. Donc là, nous avons les prothèses amovibles partielles qui peuvent être en métal, ce qu'on appelle les stélites, enfin, avec une armature en métal qu'on appelle une stélite, ou tout en résine, qui est une prothèse amovible en résine. Donc en fait, là, ça dépend du nombre de dents. En dessous de 9 dents remplacées par arcade, hein, comparément que pour le haut, par exemple, à partir de 9 dents remplacées, en dessous, on est obligé de faire une armature en métal parce que c'est l'accrochage sur les dents qui est privilégié. Et même, c'est une obligation, on a une interdiction de faire une prothèse en résine qui ne serait pas dans les données actuelles de la science. Donc, en dessous de 9 dents, il faut faire une armature en métal. Alors, quand on le voit, ça paraît moins bien, ça paraît un peu barbare ou moins esthétique. Mais en fait, le métal fait que c'est plus fin, plus solide, plus confortable et une meilleure accroche. Par contre, au-delà de 9 dents, on pourrait toujours faire du métal, pourquoi pas, pour des cas particuliers si on a besoin de consolider. Mais par contre, on a un peu plus d'intérêt à passer de la résine, une prothèse en résine toute rose, comme on voit là. D'ailleurs, dans ces cas-là, vous voyez qu'on a par exemple celle qui est à droite, doit rester 3 dents. Donc là, c'est bien, on remplace 11 dents, on est au-dessus de 9 dents. Et là, c'est plutôt, la résine va permettre de recouvrir, la tenue se fait plus par la muqueuse, la tenue se fait plus par le recouvrement de la gencive et de la muqueuse, plus que par l'accrochage des dents. Alors bien sûr, il y a quand même 3 dents sur lesquelles on s'accroche, mais là, c'est ce qui est privilégié, c'est l'accrochage sur la muqueuse. Et la résine a cette faculté-là en recouvrant en étant un peu plus souple, en venant plus faire cet effet d'un peu de succion, un peu de ventouse, encore plus sur les prothèses totales, parce que s'il n'y a plus de dents du tout, dans ce cas-là, le métal n'a plus aucun intérêt. Et c'est le côté résine un peu souple qui va permettre à la prothèse de faire cet effet de ventouse. Une ventouse, si elle était en métal, elle ne ferait pas son effet de ventouse. Il faut qu'elle soit souple en caoutchouc. Mais là, c'est de la résine qui fait un peu cet effet un peu ventouse, un peu succion, qui aide à la tenue. Donc, moins de 9 dents, c'est métal. Plus de 9 dents, c'est au choix. Mais on s'oriente plutôt vers de la résine pour avoir la tenue sur la gencive et pas sur les dents. En tout cas, moins sur les dents. Le 100% santé. Donc, justement, on vient de parler des deux. On y revient du coup. Allez, voilà. Donc, 100% santé. Euh, donc, justement, c'est là que c'est important. Au-dessus de 9 dents, sur une prothèse résine, et à l'extrême, sur une prothèse totale, ça remplace toutes les dents, il y a un reste à charge zéro. Donc, ça veut dire que la mutuelle est obligée de tout rembourser, même avec un contrat de base simple, hein, le contrat le plus simple. Alors qu'avant, bon, on a toujours le choix d'ailleurs d'avoir plusieurs options au niveau de la mutuelle, plusieurs options avec des prestations plus ou moins importantes. Mais là, pour des prothèses au-dessus de 9 dents, si c'est en résine et ou pour une prothèse totale, ça sera reste à charge zéro. Alors que la prothèse en métal, elle, c'est un peu dommage parce qu'il y a tellement de gens qui en ont besoin. Puis quand il manque 6 dents, pardon, quand il manque 6 dents ben, ou 7 dents, ben, on est quand même obligé de les remplacer. Le stélite, là, comme on voit, le métal, ben, c'est quand même une des rares solutions pour remplacer.
mais elle ne fait pas partie du reste à charge zéro. Donc, dans ce cas-là, c'est le remboursement, c'est le contrat qui s'applique et il y aura le remboursement prévu par le contrat, plus ou moins important. Et c'est vrai que ça peut bloquer aussi des fois. Donc, c'est un peu dommage. C'est un oubli de la sécurité sociale, de son règlement dans le 100% sans santé, en espérant qu'un jour ça passe dans le 100% santé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin et c'est un peu dommage que finalement ceux qui ont moins de 9 dents remplacées soient plus pénalisés finalement, en tout cas pour l'accès financier à ces prothèses, et alors que les autres sont restés à charge zéro. Alors 100% santé, c'est quoi? Il y a une question? C'est ça? Non, il n'y Non, a pas ça de va. question. J'ai cru. Ben justement, on va essayer de répondre aux questions du 100% santé. Mais la 100% santé, en fait, le 100% santé, c'est le nom de la loi qui a été établie, je crois que c'est en 2020 à peu près. Euh, Ça reste à 0. ben, c'est dedans, en fait, dans le 100% santé, il y a en fait trois types de. Les actes ont été groupés dans des paniers. Donc, il y a un panier reste à charge zéro dont on parlait tout à l'heure. Il y a un panier à tarif maîtrisé, c'est-à-dire il y a les tarifs sont plafonnés, les tarifs sont imposés. Donc, le stélite, par exemple, le stélite, l'armature en métal, fait partie de ces actes à tarif maîtrisé. Donc, le tarif est imposé. Et par contre, il n'y aura pas un reste à charge zéro, donc le remboursement dépend de la mutuelle. Et ensuite, on a un tarif libre pour certains actes. Donc là, en fait, ce sont des actes un peu plus au choix du patient, c'est-à-dire un peu plus esthétique, si on veut de matériaux plus particuliers. Par exemple, on peut devant, par exemple, pour une incisive centrale, on peut la couronner en faisant une couronne céramo-métallique. On ne voit pas le métal du tout d'ailleurs, mais c'est une couronne quand même esthétique qui va être reste à charge zéro qui sera prise en charge. Mais c'est par contre pour plus d'esthétique, dans un cas particulier, pour faire du mimétisme avec des dents très claires, si on choisit de faire une couronne céramo-céramique, ben dans ce cas-là, ça sera plutôt un choix personnel d'esthétique et elle ne rentrera pas dans le cadre du reste à charge zéro ni du maîtrisé. Donc, on sera dans le panier libre. C'est-à-dire que les tarifs sont libres à chaque dentiste. Alors, libre, ça ne veut pas dire non plus qu'on peut faire tout et n'importe quoi, parce que quand même, forcément, il y a quand même un marché, il y a un système donc, qui fait que les tarifs quand même se ressemblent un petit peu. Il peut y avoir des variations comme dans tout, hein, entre plusieurs cabinets, mais ça se maintient un petit peu, hein. Il y a une moyenne, on va dire. Et par exemple, les implants en font partie aussi. Les implants, c'est tarif libre, donc c'est ni reste à charge zéro, ni maîtrisé. Donc il y a un tarif qui est au choix du praticien, comme certains actes. Voilà. Ou si on veut faire de l'esthétique, par exemple de l'esthétique sur une molaire, par exemple. Donc, on parlait des prothèses amovibles, mais sur les couronnes, vous allez avoir jusqu'à la cinquième dent, c'est-à-dire jusqu'à la deuxième prémolaire, on peut faire de l'esthétique. Ça va être reste à charge zéro, ça sera remboursé par la mutuelle. Et par contre, à partir des molaires qui sont moins visibles, qui sont plus au fond, d'ailleurs c'est assez logique, elles seront reste à charge zéro si on les fait en métal. Et si on choisit, c'est son choix personnel de les faire esthétiques, dans ce cas-là, ben, c'est le contrat qui s'applique. Il y a un remboursement de la mutuelle, comme depuis toujours, comme avant le 100% santé. Il y a un contrat, il y a une base de remboursement, il y a un pourcentage de remboursement de la mutuelle. Et dans ce cas-là, c'est le contrat qui s'applique. Donc en fait, avec le 100% santé, c'est quand même pratique quand même, parce qu'on peut quand même on peut remplacer ses dents s'il en manque plus de neuf. Donc toutes les personnes âgées qui ont plus de dents du tout peuvent faire leur prothèse et c'est pris en charge. Ça va être remboursé en tout cas. On peut couronner toutes les dents déjà mécaniquement pour les consolider, tout en faisant de l'esthétique au moins jusqu'à la cinquième dent. Et si on a des molaires, au moins mécaniquement pour les consolider, on peut les faire en métal. Et si on a envie de faire de l'esthétique sur des molaires, qui sont des dents qui ne se voient pas toujours beaucoup, mais des fois elles se voient un petit peu aussi. Donc si on veut faire de l'esthétique, ben, dans ce cas-là, c'est un peu à notre choix. Et dans ce cas-là, il faut se renseigner quel est le remboursement de la mutuelle. S'il nous manque une dent aussi devant, par exemple une incisive, on doit en faire un bridge, on parlait du bridge tout à l'heure, si on va faire un bridge antérieur au niveau d'une incisive, c'est aussi reste à charge zéro, on peut, une dent qui manque, une incisive latérale, il y a un choc, on est tombé, on perd une incisive, on peut la remplacer avec un bridge, c'est reste à charge zéro aussi. Et vous avez aussi toutes les réparations et les modifications de prothèses amovibles qui sont aussi reste à charge zéro, c'est-à-dire donc tous les appareils, entre guillemets, donc des prothèses amovibles qu'on voyait tout à l'heure. Si on doit rajouter une dent dessus, faire une réparation, la prothèse s'est cassée, un crochet à rajouter, un crochet qui s'est cassé, toutes les réparations de prothèses amovibles, toutes les adjonctions sont prises en charge aussi. Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant. Après, il reste aussi, bon, bien sûr, beaucoup d'actes encore qui ne sont pas restés à charge zéro.
Voilà, mais ça permet quand même, ça, c'est un certain confort de pouvoir quand même faire beaucoup de choses quand même, maintenant. Il reste quelques minutes. Ouais, impeccable. Donc là, voilà, les tarifs de qu'on va passer, le tarif de la soins de c'est ce dont on vient de parler. Les dents surveillées annuellement permettent d'éviter la survenue de maladies plus générales. Ben, on en a parlé finalement depuis tout à l'heure, hein. Donc, les dents, voilà, très importantes et porte d'entrée pour le corps en général. Quels outils pour une hygiène dentaire parfaite? Eh ben, la brosse, évidemment. Le fil, on en a parlé, c'est hyper important. Si la gencive a reculé déjà un petit peu, on peut utiliser des brossettes interdentaires pour passer. Donc, dès que la gencive a reculé, finalement, l'espace interdentaire s'est élargi et donc s'est agrandi. On peut passer des brossettes interdentaires en complément du fil. Alors que bon, les hydropulseurs légers dentaires sont quand même moins intéressants parce qu'ils ont une efficacité qui est moins importante et ils en enlèvent pas facile. Et puis finalement, les résultats très moyens. Donc moins bon le jet dentaire, mais c'est toujours mieux que rien. C'est toujours tout ce qu'on peut faire qui va passer sur la dent, on va la nettoyer, ça sera toujours une bonne chose. Brosse à dents manuelle à poil souple ou brosse à dents électrique, c'est toujours le grand débat. Parce qu'en fait, ben, il n'y en a pas de débat. Parce qu'en fait, les deux sont bien. Et, parce qu'en fait, on pourrait très bien utiliser l'un ou l'autre. Ce qui nous convient déjà, on l'utilise. Bon, vous aurez peut-être la moitié des dentistes qui seront plutôt pour l'un ou pour l'autre, mais en fait, on peut aussi alterner. On peut faire un soir, on fait une, un soir, on fait l'autre. On aura des efficacités différentes. De la même manière qu'on pourrait aussi prendre main gauche ou main droite. Un droitier, ben, il a l'habitude de passer toujours de la même manière, d'une certaine façon. Les droitiers brossent mieux à gauche parce que c'est tellement plus facile d'aller brosser à gauche. Et dans l'autre sens, ben, il faut se tordre un peu le coude et c'est moins facile. Si on change de main, on aura un côté, on va passer sur des faces sur lesquelles on ne passera jamais en temps normal. Et le côté finalement maladroit de la main qu'on ne sait pas utiliser, euh, finalement, ça va faire une efficacité qui est intéressante aussi. Donc, on peut changer aussi. Les dentifrices, quelles sont les préconisations d'hygiène par tranche d'âge? Ah ben, c'est marrant, je pense qu'il n'y a pas ouais, c'est à peu près les mêmes choses, toujours pareil, hein, le brossage. En fait, on peut avoir aussi, les problèmes ne sont pas forcément toujours liés à l'âge. Donc, en fait, euh, ça dépend aussi de l'état des dents. Donc, ça dépendra tellement de l'état de chaque personne. Il y a des 25 ans qui ont des gros problèmes de déchaussement. Donc, peut-être qu'il faudra qu'ils insistent plus, des brossettes, utiliser bien des brossettes, alors que d'autres qui n'ont pas de déchaussement à 80 ans, si la brosse manuelle suffira. Ouais. Ce qui est toujours important, voilà, on revient toujours à la même chose. N'oubliez pas, si vous devez retenir une chose de tout ça, c'est le fil, hein. Le fil dentaire, c'est hyper important. Après, bon, le dentifrice, évidemment. Alors, dentifrice, ce qui est important pour le brossage, c'est le côté mécanique du brossage et pas le dentifrice, pas le côté chimique. Bien sûr, le dentifrice, ça va booster un petit peu le brossage. On peut adapter le dentifrice par rapport à sa composition, selon si on a plutôt les dents sensibles, on va prendre plutôt un dentifrice pour les dents sensibles, sans sodine, Elmex sensitive. Si on a plutôt les gencives fragiles, des saignements, on va plutôt utiliser du parodontax, de l'arthrodon, des dentifrices un peu plus adaptés aux gencives. Mais ce qui compte surtout, c'est brosser. C'est le côté mécanique, passer entre les dents, brosser la surface, ne pas oublier une dent. Les 3 minutes pour le brossage, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est de passer partout et de brosser toutes les faces de toutes les dents. C'est ça qui est le plus important. Les bains de bouche, les bains de bouche ne servent à rien pour les caries ou autre. Ça ne sert uniquement en cas de blessure. Les bains de bouche antiseptiques en pharmacie, on parle bien des médicaments, Eludril, Extril, Alodon, Parorex, tout ça. Ça, ce sont des bains de bouche antiseptiques. Ce sont uniquement en cas de blessure, en cas de blessure, c'est quand la gencive est bréchée, quoi, finalement, pardon, quand il y a quand il y a une blessure, quand il y a une plaie au niveau de la gencive. Donc, extraction, ou en cas d'extraction, en cas de chirurgie, ou en cas d'inflammation, classique, si la gencive est très enflammée. Mais les bains de bouche sont à faire dans des périodes limitées, dans des périodes en tout cas très limitées et uniquement quand il y en a besoin, quoi. Et en tout cas, surtout dans des périodes limitées pour pas déséquilibrer la flore buccale et créer des problèmes de brûlure, de mycose ou autre. Les autres bains de bouche qu'on trouve en grande surface sont en grande surface parce qu'ils n'ont aucune efficacité ou très peu. Parce que finalement, ils sont pas antiseptiques. En tout cas, alors ça peut, pareil, ce sont plus des bains de bouche dentifrice, entre guillemets, qui servent plus pour booster le brossage, pour éliminer peut-être un peu plus facilement la plaque. En tout cas, ils n'ont pas d'efficacité sur des blessures ou sur des plaies. Attention aux effets de mode. On en parle tellement, il y a tellement de choses sur Internet. Et voilà, les facettes, j'entends toujours les facettes, c'est un peu les réseaux sociaux, la télé-réalité. On entend toujours parler, oui, les facettes, un jour je me paye des facettes comme si c'était un truc à faire les facettes, ça détruit les dents, hein. Il faut détruire la dent à moitié pour faire des facettes. Donc si c'est indiqué, oui.
Mais on peut pas se dire, tu vois, au moins un jour, je me ferai les facettes quand j'aurai les moyens. Enfin, ça, j'entends ça tout le temps. Les facettes, c'est vraiment, enfin, c'est une reconstitution d'une dent qui a eu des soucis, qui a une coloration, une usure, qui a une raison pour ça, mais pas par choix personnel, se dire, tiens, je vais faire comme ceux qui sont dans la télé-réalité, qui ont des dents, dans des sourires tout blancs. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est réservé à ceux qui en ont besoin. On ne fait pas ça tous les jours et c'est interdit de le faire à ceux qui n'en ont pas besoin. Donc, attention à tout ça, tout ce qu'on lit sur Internet, aux modes de blanchiment, surblanchiment. Oui, parce Voilà. il y a la mode, il y a la mode du blanchiment chimique aussi sur le net. Oui, mais le blanchiment, alors là aussi, il faut que ce soit bien, enfin, faut bien que ce soit, comment dire, contrôlé, sous contrôle et bien, bien médicalisé, quoi, parce que donc, on trouve beaucoup de produits un peu partout qui ont peut-être pas les bons dosages, qui vont faire juste que dépolir la surface, qui blanchiront pas vraiment, parce que normalement, en théorie, les produits qu'on trouve sur Internet sont non pas, sont pas, ils sont quand même pour cent en général et pas 10%. Donc, ils ont peu d'efficacité, ou si, après, on sait pas, on peut trouver un peu de tout et n'importe quoi, des produits qui vont venir de nulle part de partout et qui seront peut-être pas adaptés ou agressifs. Donc attention quand même à tout ce qu'on trouve sur Internet. Et, évidemment, c'est quand même mieux d'aller voir, ben, c'est mieux d'aller voir un dentiste, surtout que faut pas blanchir. Pour blanchir, il faut que aussi qu'il y ait une indication. Si, il faut savoir pourquoi les dents sont, on les considère foncées. Enfin, il faut quand même que les dents soient plutôt saines, qu'elles soient intactes, qu'elles soient étanches. Et si les dents sont colorées parce qu'elles ont été vitalisées ou qu'il y a du tartre, hein, les tartres, c'est des taches externes, finalement. Si si elles ont eu des soins, elles sont colorées parce qu'il y a eu des soins. Si elles sont usées, si c'est de l'usure. Donc, il y a des cas où il faut blanchir, il y a des cas où il ne faut pas blanchir. Sinon, on va blanchir tout ce qui est naturel et on va faire ressortir finalement tous les défauts, tous les soins, toutes les colorations là où la dent a réagi. Et donc, attention, on peut pas blanchir toutes les dents et pas, enfin, pas toutes les personnes en tout cas. Il y a des personnes où il ne faut pas, faudrait pas le faire. On pourrait peut-être clôturer Ah sur ben, c'est fini, la... voilà. Et Voilà. donc, la méthode de brossage, ben, toujours ben, c'est parfait. Technique de brossage, du rose vers le blanc, c'est ce qu'on dit aux enfants en général. Pour toujours, le but, c'est quand même d'aller de la gencive vers la dent pour retirer ce qui est à la base de la dent ou entre les dents et pour le ramener vers le haut de la dent. Et surtout, ce qu'il faut, c'est ne pas forcer, ne pas utiliser de brosse trop dure, le but, c'est pas de raboter ou de forcer. Le but, c'est de doucement, d'aller éliminer par des petites rotations, doucement, comme un pinceau, un petit peu qu'on peut passer un peu en interdentaire. Et surtout, il faut brosser aussi la gencive, donc du coup, avec une brosse souple et en allant toujours plutôt de la gencive à la dent. Donc, en général, on brosse que le haut à part et que le bas à part. Parce que si on passe de haut en bas, si on fait ça comme ça, ben, c'est un mouvement inverse, on a plutôt tendance à dégager les dents et on va repousser la gencive. Et sur le côté, c'est pareil, si on brosse comme ça, on va brosser très fort. Là, ça en rabote, on force et ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est plutôt des petits mouvements de rotation. Et voilà. En fait, faut brosser comme un tapis Il faut dans un seul brosser comme un sens tapis dans un pour seul aller, sens. pour aller, Voilà, tout voilà. doucement, je dirais, souvent je compare aux fouilles archéologiques. Quand vous avez trouvé un os ancien, vous devez doucement le dégager au pinceau, doucement autour, vous voyez, donc doucement, mais on n'attaque pas comme ça avec. Donc il faut dégager la dent doucement, la faire respirer et surtout ne pas hésiter à toucher la gencive. Le fil dentaire, encore une fois, comme ça sera intégré. Mais surtout aller doucement en passant partout. Les 3 minutes sur la même dent, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est de passer partout. Donc, ne rester que 30 secondes, mais de passer partout. On va conclure sur la dernière question. Il y en a deux qui sont sur la même ligne, en fait, sur finalement les différences entre les différents dentifrices. Pour la quantité de fluor, il y a une quantité de fluor, me semble-t-il, recommandée pour les adultes. Et il me semble qu'il y a une recommandation spécifique pour les enfants. Oui, alors le fluor, déjà avant, alors le fluor, il est bon pour la dent au départ parce le fluor fortifie la formation, enfin, fortifie la dent. Donc le fluor est bon pour la dent. Et, avec le fluor, la dent va être plus résistante au caries. Euh, Partant de là, à l'époque, on donnait du fluor, on rajoutait du fluor, on donnait du fluor, du Zimafluor, enfin, en comprimé, aux femmes enceintes, aux enfants, on leur donnait du fluor pour leur fortifier leurs dents. Alors, c'est vrai qu'ils avaient tendance à avoir de très bonnes dents, mais par contre, trop de fluor, ça peut créer des fluoroses, un défaut de formation de l'émail. Donc, il y a vous avez tous vu certainement des dents, enfin, peut-être pas autant que moi, non, mais vous avez peut-être vu ou connu des gens qui avaient un défaut d'émail sur certaines molaires, en particulier des enfants, qui ont peut-être avoir sur une première molaire qui a un défaut d'émail, là-dedans, l'émail qui est un peu marron, un peu comme un émail un peu friable, qui est marron, qui est tellement minéralisé finalement qu'il en est devenu friable et qui s'est abîmé, qu'il a eu un défaut de formation. Et donc, en fait, trop de fluor, c'est pas bon non plus. Donc, le fluor, on va le rencontrer dans le sel de cuisine. Donc, on a un apport quotidien qui est suffisant et pas besoin d'en rajouter.
Donc aujourd'hui, on ne donne plus comme ça systématiquement du fluor aux femmes enceintes et aux enfants pour pas qu'il y ait trop de fluor. Et donc l'apport classique de fluor, on va l'avoir dans le sel de cuisine, dans l'eau du robinet et dans le dentifrice aussi. Dans le dentifrice, il faut qu'il ait sa dose de fluor convenable et qui est adapté finalement à chaque âge. Dans les dentifrices, il y a des dentifrices qui sont dits moins de 6 ans. Et puis les dentifrices 6-10 ans, tu vois, dans les dentifrices, en fait, qui sont un peu adaptés, qui ont la dose de fluor adaptée aux dents, parce que plus on est adulte, plus on pourra avoir un peu de la dose de fluor qui va augmenter. Mais en fait, réellement, moi, je pense, de toute façon, à partir de 15 ans, la dent est mature, la dernière dent qui sort, enfin, on ne parle pas de dent de sagesse qui sort à 18 ans, on va partir de 18 ans, mais de la dent de 12 ans, on va dire, si pendant 4 ans, elle est immature, à partir de 16, elle l'est, et à partir de 20 ans, on l'a dit tout à l'heure, le risque de carie, il est faible. Après, les dents vont faire le boulot toutes seules. Donc, finalement, le fluor, après, il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Alors, bien sûr, il y en aura toujours dans le dentifrice. Donc, on continue à utiliser des dentifrices au fluor mais il faut plus trop focaliser sur ça. C'est ce qui compte surtout, voilà, c'est le côté mécanique du brossage. Le fluor, oui, alors jusqu'à 15-20 ans, mais après il sera toujours sous le dentifrice, mais il est important parce qu'il mais on l'a de toute façon dans notre aliment, dans notre vie quotidienne, le sel, l'eau du robinet, donc on aura notre apport quotidien de fluor qui est suffisant et il n'y a pas besoin d'en rajouter en tout cas. Très bien. Je vais conclure en résumant ce que moi j'ai pu retenir. Donc, le brossage mécanique, c'est le plus important. Tout à Pour fait. les plus jeunes, prendre un dentifrice fluoré moins fluoré Mmh. pour éviter les problèmes de fluorite, De c'est pas ça? faire trop de fluor, ouais. Voilà. Et une question qui vient de sortir, il paraît qu'il ne faut plus se rincer la bouche après le lavage. Je ne sais pas d'où ça sort, je n'ai jamais entendu parler. Ah, se rincer la bouche après le brossage? Mm. Non, ben non, je trouve ça bizarre. Ça me surprend, alors peut-être des études qui ont été faites sur ça, donc ça me surprend, je vois pas ce que ça pourrait changer. Par contre, il ne faut pas se rincer la bouche après un bain de bouche, par exemple, parce qu'un bain de bouche, il faut laisser agir sur place, donc le garde dans la bouche, ah, crache, mais après on le laisse un petit peu sur place, donc les fameux dont on parlait tout à l'heure, les bains de bouche médicamenteux, il faut les laisser agir sans se rincer. Si on rince, on perd un peu l'effet du bain de bouche, donc on ne se rince pas immédiatement après. Après le brossage, on peut se rincer, il n'y a pas de souci, quoi. On en a besoin même après le Oui, brossage. surtout que de mémoire, le lion fluor est classé dans les ions toxiques. C'est Mm. peut-être pas une bonne idée de le garder en bouche trop Ouais, longtemps. ouais, On mais va voilà. conclure, je ne sais plus sur la dernière diapo si par hasard il y avait un... Non, il n'y avait pas. Je regardais si par hasard il y avait un questionnaire d'évaluation. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé. Je remercie la Mutuelle Inéo d'avoir fait appel à nous pour cette visioconférence. J'espère que vous avez trouvé des informations intéressantes. Je remercie Régis, notre dentiste référent, d'être venu s'être prêté au jeu parce qu'il a un agenda très chargé. Merci à tous. Je prends éventuellement une dernière question si on a une sur le chat, si Régis a encore Ouais, quelques il n'y a pas secondes. de souci. Et sinon, bah, écoutez, on va pouvoir clôturer cette conférence sur la santé bucco-dentaire. Pendant que la question arrive, je suis toujours, on entend toujours. Oui, Pendant que la question arrive éventuellement, euh, déjà, ben, merci aussi à tous d'avoir écouté. Et puis, c'est vrai que c'est un sujet, il y a tellement, je suis obligé d'aller très très vite parce qu'il y a il y aura tellement de choses à dire. Et je pense qu'il y a tellement de choses à dire et en plus, c'est vrai que ça me passionne, donc je pourrais en parler pendant des heures. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'aller parler de tout ça, d'arriver à synthétiser tout ça. Mais j'espère que vous avez ben, retenu quelque chose d'important. voilà. Très bien. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc nous vous remercions tous de votre participation. Nous allons mettre fin à ce webinaire. Merci à tous et Merci bonne journée. beaucoup et bonne journée.